Je pense que c'est aussi plein d'opportunités, cette révolution-là. Et si on est assez malin et qu'on rentre dedans au bon moment, ça peut être aussi une opportunité de croissance professionnelle. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Adrien Morvan. Adrien est manager en data science chez Doctolib. Il est aussi passionné d'IA et anime des formations en entreprise sur ce sujet. Bonjour Adrien. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Skill Me Up. Donc, nous allons parler d'IA. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Le premier chiffre qui me représente, je pense, c'est le fait que je suis depuis 12 ans dans ce milieu-là de l'IA. J'ai pu travailler dans pas mal d'entreprises différentes, comme par exemple le Criteo, qui était un géant de la publicité en ligne, Molotov, qui était un peu le Netflix français de la télévision, et aujourd'hui chez Doctolib, qui est un leader européen de l'accès à la santé. Donc la plupart du temps, ça a été très orienté, comment est-ce qu'on fait pour que l'IA ait un impact. Donc je pense que c'est vraiment le premier chiffre qui me définit un petit peu, d'avoir été 12 ans dans ce milieu-là. Donc le deuxième chiffre, c'est 3, puisque c'est le nombre de révolutions en IA que j'ai vécu pendant ces 12 ans. Et le dernier chiffre, c'est 60, et c'est le pourcentage de personnes dans ma profession qui devront se former dans les 3 prochaines années. Et ça m'inclut moi-même. Alors, quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit, l'IA, ce n'est pas juste un sujet, technique, mais ça concerne tout le monde. Alors, ça concerne tout le monde, mais l'IA, ça fascine autant que ça inquiète. Donc, selon toi, quelles sont les peurs les plus courantes et lesquelles sont réellement fondées d'ailleurs? Eh bah, c'est une très bonne question. On se pose toujours la question dans le milieu. Je pense que la peur qu'on entend le plus souvent, c'est celle du Terminator, où il va y avoir ChatGPT un jour qui va débarquer et qui va, on ne sait pas, nous supprimer parce qu'on n'est pas assez efficaces, nous petits humains. Donc je pense que c'est la numéro 1. Après, celle qui vient un peu plus souvent, c'est est-ce que je vais être remplacé par un robot? Pour cette peur-là, moi, ce que je réponds, c'est probablement pas remplacé par un robot, mais peut-être par une autre personne qui sait mieux utiliser cet outil-là qu'est l'IA que nous. OK, donc si je t'écoute bien, donc Skynet ne va pas prendre le contrôle de nos vies. En revanche, on risque de se faire remplacer par quelqu'un qui maîtrisera l'outil. C'est bien ça qu'il faut comprendre? Oui, parce qu'au final, c'est principalement un outil plutôt qu'une intelligence artificielle qui peut penser comme un humain et qui veut nous remplacer. Donc on est beaucoup influencé par ce qu'on a pu voir dans des films, mais c'est très éloigné de finalement la réalité. La réalité, c'est des ingénieurs dans un labo qui, après 10 ans de R&D, ont trouvé quelque chose qui finalement parle plutôt bien dans un chat et que finalement on peut utiliser pour d'autres applications. Et c'est pas du tout comme dans un film où c'est un robot en métal qui a sa propre conscience. Donc, bon, c'est un peu décevant pour les amateurs de science-fiction, mais c'est rassurant pour les autres. Voilà, exactement. C'est comme un nouvel outil qu'il faudra rajouter à sa panoplie, un peu comme l'ordinateur, quoi. Bah, on y viendra. Alors du coup, tu as évoqué dans ta présentation plusieurs révolutions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là sur les 3 révolutions que tu as vécues, sur ces 12 dernières années? Et puis d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y en a une qui est un peu plus marquante que d'autres ou que l'autre? En fait, ce qui est drôle, dans ce milieu, c'est que, chaque nouvelle révolution est plus marquante que la précédente et à chaque fois, on se dit: «Waouh, c'est quand même allé vachement vite». Alors, moi, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. C'est quand j'ai commencé à travailler dans le monde professionnel, il venait d'y avoir une première révolution, et pour dire un petit peu le contexte, on était super excités parce qu'on pouvait classifier plein de types de chats ou de chiens, et waouh, c'était incroyable. Avant, on ne savait pas faire ça à partir d'images. On ne pouvait pas dire de manière automatique, sans un humain qui regardait l'image et qui dit: «Ah bah oui, c'est effectivement un labrador». Ça, c'était impensable. Et donc ça, c'était le début, et c'était il y a donc 12 ans environ.
Et on s'était dit: «Waouh, avant qu'il y ait un autre truc comme ça qui arrive, on a du temps, on a du temps pour le voir venir». Mais en parallèle, il y avait d'autres personnes qui disaient: «Bah ouais, dans c'est sûr, dans 3 ans, on a des robots, qui sont intelligents», donc c'était toujours un peu les 2 extrêmes. Il y a des gens qui disent: «Ah, c'est sûr, maintenant qu'on sait détecter les races de chiens dans des images, l'année prochaine, c'est Terminator». Donc toujours cette idée-là derrière. Et au final, ça c'est un petit peu retombé comme une sorte de soufflet, puisque c'est pas si évident de trouver des applications qui permettent finalement de démarrer un nouveau business, de lancer, je sais pas, de faire grossir une entreprise de 10 personnes à des milliers de personnes. Donc voilà, c'était un peu retombé. Et quelques années après, il y a eu une nouvelle, révolution, mais qui était plutôt orientée sur le texte. Donc là, c'était plus, l'IA qui sait reconnaître des races de chiens, mais qui peut lire un peu vos messages et puis qui comprend de quoi ça parle. Qui peut dire: «Ah bah tiens, cette personne-là a l'air, mécontente dans son commentaire. Tiens, là, ça a l'air plutôt de parler de cuisine». Donc c'était pareil, une nouvelle, révolution. On peut comprendre un peu ce qui se passe sur Twitter automatiquement. Et pareil, est-ce qu'on arrive à faire des grandes entreprises avec ça? Voilà, c'est un peu Là, partagé. c'était un peu utilisé, dans tout ce qui était, gestion, de la relation client à distance, non? Ouais, très sur un point de vue, support finalement. Ce système-là va nous aider à mieux comprendre toute notre donnée, non structurée, donc du texte. Et bah, voilà, les humains vont être un peu plus efficaces, mais il y avait pas trop cette question-là de, est-ce que cette boîte avec, un système à l'intérieur va me remplacer? Non, enfin Ouais, personne ne se pas à disait ça. l'époque, ouais. Et la troisième alors? Et je pense que la troisième, c'était vraiment avec, ChatGPT. Ce qui est marrant, c'est que plein de gens n'y ont pas fait attention. Et à un moment, tout le monde s'est dit: «Bah, waouh, en fait, ça parle quasiment comme un humain. Il connaît je peux lui poser toutes les questions que je veux, il sait y répondre. Il est limite plus malin que moi sur certains domaines. Il gagnerait à des jeux de culture générale si je jouais contre lui». Et là, c'était un peu le choc, quoi. Parce que c'était l'équivalent de ce qu'on voyait dans beaucoup de films. Qu'est-ce qui caractérise, l'intelligence humaine? Ça fait couler beaucoup d'encre, on va dire. Et donc là, on vit un peu dans ce monde aujourd'hui. On sait que ça existe et beaucoup de gens se posent la question de comment l'utiliser pour vraiment créer des nouveaux business et peut-être, détrôner certaines entreprises qui se basent sur les anciennes technologies ou sur beaucoup de personnel, par exemple, pour faire des tâches qui pourraient être faites par ChatGPT. Alors justement, il y a des personnes qui, je l'ai évoqué, qui s'inquiètent de perdre leur job, en fait, parce que du coup, il y a des métiers pour lesquels, si j'ai bien compris, la machine est plus performante. Donc dans ces cas-là, quels sont selon toi les métiers ou les secteurs les plus, vulnérables? Eh bien, ce qui est assez drôle, c'est que, bah, aujourd'hui, on ne sait pas exactement. On voit plein de choses différentes, mais par exemple, un des métiers qui pourrait être, challengé, c'est, le métier de développeur en informatique. C'est celui dans lequel je suis. Donc, on voit souvent, je peux peut-être faire une toute petite aparté, c'est sur, toutes ces technologies-là, le plus souvent, plus ils ont des niveaux de raisonnement élevés et plus c'est un peu difficile de savoir s'ils sont intelligents ou pas. ChatGPT, il sait très bien parler de tous les sujets, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir à quel point est-ce qu'il est plus intelligent qu'un autre modèle, Donc souvent, ce qu'on fait, c'est on lui fait, des sortes de concours. On va lui dire, j'ai 2 000 questions sur ce sujet-là, je connais les réponses, essaye de me trouver la réponse. Et donc c'est comme ça qu'on permet de savoir sa performance, par exemple, en écriture de code en informatique. Et donc là-dessus, ce qu'on voyait au début, c'est qu'il faisait, par exemple, il avait 2 sur 100. Donc on pouvait Pas dire: très «OK, bon. OK, je suis tranquille, Je suis tranquille, ouais, c'est j'ai clair. encore un an». Sauf que là, maintenant, on se rapproche de, peut-être 40 sur 100. Donc c'est là où on commence à se dire: Ça commence à être raisonnable». C'est surtout, en fait, ce qui va motiver le développement d'une version qui va être meilleure dans ce milieu-là, c'est, à quel point est-ce que ça peut être fait vraiment de manière automatique et à quel point est-ce que, il y a un gain de productivité à obtenir. Mais à chaque fois, je pense, on se doute avec, 40 sur 100, on n'est pas à 100 sur 100. Donc dans tous les cas, il va rester forcément un humain. Donc il y aura toujours des développeurs, en fait. C'est juste qu'on va leur demander, d'être beaucoup plus efficaces finalement et de savoir bien utiliser cet outil-là. Donc pour répondre à ta question, je referme l'aparté, je pense que, l'informatique, on a vraiment des doutes parce que, c'est entièrement dans un monde qui est, 100 virtuel. Qui convient bien pour, l'IA du coup. Mmh. Exactement. Mais alors en fait, il y a des gens justement qui s'inquiètent pour leur métier. Et qui doit vraiment s'inquiéter? Parce qu'on pense que l'IA va surtout remplacer les tâches simples et les tâches faciles à automatiser.
comme, je sais pas, des classements ou peut-être, des calculs rapides ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a, selon toi, des secteurs ou des métiers qui sont plus vulnérables que d'autres? Bah, le premier secteur qui est déjà, vulnérable en ce moment, c'est le métier de graphiste ou, créateur de contenu comme des images, des bannières, des logos où, il y a déjà énormément de modèles, d'IA qui peuvent générer ça d'une manière super performante en quelques secondes et à des prix, battant toute concurrence. On a aussi des changements, beaucoup dans le domaine de la chanson. C'est possible de créer pareil, une chanson, incroyable avec ses propres paroles et pareil pour quelques centimes. On commence à avoir ça aussi en vidéo où, bah, peut-être que bientôt on n'aura plus besoin de monteurs, on n'aura plus besoin même de personnes qui filment. On pourra tout créer, de zéro. Même dans le domaine de la médecine, parfois on se pose des questions, parce qu'on a vu des papiers de recherche qui disaient que GPT-4, donc de OpenAI, serait meilleur que certains généralistes pour détecter des maladies rares. Vraiment, on se pose des questions. Ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait se dire que, bah, c'est que ces métiers-là qui sont peut-être un peu plus accessibles pour des experts, des personnes très talentueuses comme, les développeurs chez Google. Et ben, en fait, il y a aussi des IA qui font leur travail et le travail de ces ingénieurs chez Google est parfois de revoir ce qu'a fait l'IA pour dire si c'est correct et on pourrait ça donne l'impression que leur rôle est relégué au second rang. Donc c'est vraiment beaucoup de gens qui sont, dans cette situation-là de se dire: «Bah, est-ce que je suis, menacé par l'IA?» OK. Waouh! J'avais pas du tout cette vision. Est-ce qu'il y a des façons de s'en sortir, en fait? Comment on peut faire? Parce que j'ai l'impression qu'on peut quand même utiliser l'IA comme un outil et pas forcément le voir que comme un concurrent qui va nous détrôner ou nous piquer notre job. Est-ce qu'il y a une autre façon de de voir les choses? Ouais, bien sûr. Dans les premiers exemples que j'ai donnés, par exemple, pour les graphistes, je pense que c'est aussi une opportunité pour eux d'utiliser des nouveaux outils et d'être capable de les modeler pour répondre au mieux à leurs clients et d'une manière très rapide. Je pense pas à 100 que, des personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, par exemple, en graphisme, seront capables d'utiliser ces outils d'IA, comme il est difficile d'utiliser Photoshop, aujourd'hui. Donc on aura toujours besoin de personnes qui sauront l'utiliser, qui sauront comment le configurer pour qu'il y ait, par exemple, la création d'un logo qui soit impactant, qui réponde bien aux besoins et où il y ait un sens artistique qui ait été insufflé dans la machine qui est agnostique de tout ça. Bah, la réponse est vraiment, ben, apprendre à utiliser ces nouveaux outils et si on reprend l'exemple des graphistes, un jour, probablement, les gens faisaient tout, sur des supports, physiques et un jour, il a fallu passer à l'informatique, à l'ordinateur et j'imagine que pour les gens qui ont vécu, cette époque-là, ça a dû être un sacré changement. Mais aujourd'hui, on se pose peut-être plus trop cette question-là: «Est-ce que je dois le faire sur papier ou est-ce que je dois le faire sur Photoshop?» quoi. Bah, justement, alors du coup, pour rester dans la course, on dirait que la formation est clé. Donc moi, ça fait le lien avec ce podcast, sur la formation et du coup, si on compare avec, l'arrivée des ordinateurs, dans le monde du travail, il y a plusieurs années, du coup, de quelles compétences, à ton avis, les professionnels d'aujourd'hui doivent, absolument se doter pour ne pas être dépassés, en fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et peut-être ça fera le lien avec les formations que tu délivres. Bah, je pense que la première c'est, de la curiosité. Parce que ça va très, très vite et ben, on n'a pas encore forcément de formation grand public qui soit à disposition, qui réponde parfaitement à tous les besoins. Il faut regarder un petit peu qu'est-ce que font par exemple, nos concurrents. Tiens, je sais que ça existe, ChatGPT, bah, est-ce que j'ai déjà essayé de lui donner une de mes tâches pour voir s'il y répond bien? S'il n'y répond pas bien, bah, qu'est-ce que je trouve en ligne sur d'autres personnes qui font le même métier que moi, qu'ils ont trouvé des astuces, quoi. Ce qui est drôle, c'est que, bah, il y a vraiment un enjouement en ligne sur plein de ces outils, IA, sur, bah, des trucs et astuces que les gens se partagent. Je pense qu'il y a énormément à trouver avec cette curiosité, de communauté aussi, d'échanger avec, d'autres personnes et ça déjà, ça peut vachement booster, son quotidien et en plus, c'est vachement rassurant, je trouve, d'être dans une communauté de gens qui essayent de découvrir. On n'est pas tout seul en train de se dire, «Bah, tiens, je suis en train de me faire, dépasser». Pour moi, c'est ça en numéro un et pour vous dire, je me l'applique aussi à moi-même parce que, bah, je suis aussi concerné par cette partie-là, de se dire: «Qu'est-ce que je peux utiliser?»
Et alors du coup, on disait bon que l'IA peut détruire ou en tout cas faire évoluer des métiers, mais ça peut aussi en créer des nouveaux. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de personnes qui ont réussi, à utiliser l'IA pour se reconvertir ou en tout cas qui ont utilisé, l'arrivée de l'IA pour se reconvertir? Oui, bah, on voit pas mal de nouveaux métiers qui apparaissent. Donc le plus classique, en tout cas celui qui pourrait faire le plus parler, c'est entraîneur, d'IA. Ouais, Donc ça paraît fou. Est-ce que, coach d'IA. ouais, c'est ça. On peut se l'imaginer de plein de manières. Est-ce que c'est avec, un fouet, c'est un lion ou est-ce que, on s'assoit à la table avec un robot et on lui dit: «Bon alors comment s'est passée ta semaine?» Eh ben non, c'est aucun de tout ça. C'est, en fait, on regarde, par exemple, on a une IA qui va répondre, par exemple, pour un service client et on regarde, en fait, ce qu'elle a fait et là où ça s'est mal passé et on donne des retours, en fait, au système et on dit: «Bah, tiens, en fait, il a pas pu répondre parce qu'il avait pas la connaissance, dans notre, base de connaissances» et du coup, on fait des améliorations comme ça du comportement de l'IA et en fait, on l'aide à l'améliorer et ce qui soit de plus en plus efficace. Et ça, par exemple, ben, quand on y réfléchit, aujourd'hui, il y a assez peu de ces systèmes d'IA qui sont disponibles. On pense principalement, je pense, aux chatbots. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Mais si on se dit que c'est une technologie qui va prendre de plus en plus de place, bah, développer des connaissances sur les meilleures pratiques dans ce domaine-là, bah, c'est un énorme domaine de croissance pour quelqu'un. Donc, je pense que c'est aussi plein d'opportunités, cette révolution-là. Et bah, si on est assez malin et qu'on se rentre dedans au bon moment, ça peut être aussi, une opportunité de croissance professionnelle. Pour, les entreprises, qui forment à l'IA, qui ont décidé d'investir du temps, des ressources pour, former leurs, collaborateurs à l'IA, est-ce que tu as déjà vu des retours en fait? Et d'ailleurs peut-être chez Doctolib, est-ce que vous avez, une action, volontariste de, montée en compétence de tous les collaborateurs? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'il y a un ROI qui est observable en fait? Est-ce qu'il y a un impact concret? Ouais, je peux donner un petit peu, le la philosophie au moins qu'il y a eu, à Doctolib et c'était de se dire, bah, ces outils d'IA vont forcément transformer la façon dont on travaille, donc autant être, proactif et essayer de les utiliser, au mieux et bah, par exemple, ce qu'on a utilisé, c'est une solution pour faire un peu des agents avec, ChatGPT. Donc qu'est-ce que c'est, un agent? C'est on donne avec un prompt, donc on lui dit quoi faire et normalement, il nous fait bien une tâche et donc ça a fait que ça a créé une communauté, en fait, d'utilisateurs de ChatGPT où, bah, à chaque fois, il y avait un agent spécialiste. Agent spécialiste pour écrire un mail de marketing, un agent spécialiste pour, un mail de retour après un contact client et donc ça donne plein d'éléments de savoir qui font que ça permet le partage dans l'entreprise. À cette occasion, le l'agent est un peu comme un collègue, en fait. C'est quelqu'un à qui on confie une tâche et qui nous la apporte et ça permet à l'équipe d'avancer plus vite. C'est comme ça qu'on doit le voir ou? C'est ça, c'est un assistant qui a un objectif très particulier. Donc par exemple, répondre à un email de manière, très polie, très professionnelle et grâce à l'expérience de plein de personnes qui ont essayé de faire ça, bah, on se trouve avec la meilleure version de cet assistant et en fait tout le monde en profite. Donc il y a vraiment ce côté-là, tout le monde teste un petit peu des choses et collectivement on en profite et bah, on devient, plus efficace. Il y a un autre exemple aussi, c'est l'acculturation avec, tous ces systèmes-là de données, de machine learning, d'IA. Ça, c'est un élément important puisque, ben, parfois, ça paraît un peu comme de la magie, quoi et ça peut avoir des avantages et des défauts. On a des grandes attentes pour cette magie-là, donc on est très motivé, mais parfois, ça peut avoir des défauts. Bah, quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Je lui ai bien donné mes instructions, je voulais qu'il me fasse un bon email. Mais il m'a pas fait un bon email. Donc je suis frustré, je ne veux plus l'utiliser parce que ça marche pas. Donc c'est important d'avoir aussi cette partie-là, de démystifier en tout cas cette technologie et ça se fait pas d'un coup, je pense. Il faut y aller, un peu étape par étape et donc pour ça, bah, rien de mieux que, des présentations par des experts, un petit peu des cas d'application aussi, avant de rentrer dans les détails techniques, bah, pour se motiver aussi et
d'apprendre énormément de choses parce que c'est un milieu, très vaste, hein. Ouais, c'est ça et du coup, là, si je comprends bien, donc l'IA a aussi ses limites, hein, même si, c'est comme tu dis, c'est pas de la magie. Mais néanmoins, on n'a peut-être pas exploré toutes ses capacités. Donc, le fait de pouvoir, régulièrement, être, comme tu disais, curieux pour pouvoir, voir ce qu'on peut en faire et se reposer des questions régulières, c'est la clé. Ah ouais, ouais, donc il faut être en veille, ça c'est sûr. En veille et ça peut être intéressant, pour 2 raisons. Donc ça peut être soit pour, quel nouvel outil je peux rajouter à mon trousseau, mais aussi est-ce qu'il y a des concurrents qui apparaissent et qui commencent à utiliser ces outils-là d'une manière différente et qui vont bousculer mon milieu? Et ça, c'est arrivé, sur des endroits, moi, que je ne pensais pas possible, comme, les agents immobiliers, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de très humain et que je ne m'attendais pas à ce que ça soit, challengeable par un robot qui est parfois froid. Et alors du coup, ça se passe comment alors? Eh bien, alors ça dépend des marchés, je pense. Pourquoi une start-up qui se base sur un ChatGPT réussit à prendre de la place? C'est parce que, ben, on a besoin d'avoir un système qui, fait du démarchage commercial et en fait, pour ça, il est très bon, quoi. Envoyer des petits messages sur, WhatsApp, même faire un appel téléphonique maintenant avec une voix, douce et chaleureuse, bah, maintenant c'est possible avec des systèmes d'IA et donc finalement, même quelque chose de très humain comme, la relation, commerciale, il faut réfléchir à comment est-ce que je fais pour être le plus efficace possible et que je peux utiliser ces outils-là et quand même garder ensuite la relation humaine et peut-être le contact en direct. Est-ce que ChatGPT sait négocier à la fin? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu, des personnes se sont posées cette question-là et ils lui ont fait jouer à un jeu un peu comme Risk. Je ne sais pas si tu Si, connais? si, très bien, ouais. Et ben, il est très, très bon à, faire un peu des arnaques. De D'accord. dire, «Je suis la France, je dois attaquer, l'Angleterre, tuer les Pays-Bas. On est d'accord, hein, on attaque, au prochain tour, l'Angleterre». Il se met d'accord avec un joueur humain et il fait rien et l'autre joueur se fait du coup écraser et ensuite il débarque chez lui et donc c'est drôle, il sait C'est négocier. machiavélique en fait, ouais, 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 carrément. il sait négocier. Mais, après, la négociation humaine, c'est toujours différent du jeu. Donc les agents immobiliers ont un peu de temps devant eux avant de Ouais. fermer boutique, c'est ça que tu veux Je dire? je je pense bien. C'est différent en fonction des marchés, mais c'est bien, ça fait réfléchir quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il y a des tas de d'applications qu'on n'a pas encore soupçonnées et qui vont émerger petit à petit. Et alors justement pour finir, ma dernière question, ce serait, voilà, l'accélération, elle a été impressionnante et c'est accéléré, les phases se sont raccourcies, ces dernières années. Du coup, est-ce que tu as déjà une vision, toi, des prochaines étapes? Est-ce que, dans 5 ans, 10 ans, où on en sera? Quel impact tu prévois, notamment sur, bah, justement la formation, le marché du travail? Est-ce qu'il y a des je te demande beaucoup, hein, là, mais Ouais, ouais, ben, c'est une très bonne question et donc je vais prêter au jeu de faire la prédiction dans 10 ans qui est toujours quasiment, impossible. Mais, je pense qu'on aura vraiment un super, système, c'est pas ChatGPT, 10, mais qui sera, aussi intelligent que des humains et à qui on pourra donner des tâches, énormes et le top, ça serait que, ben, ils commencent à le déployer aussi dans le monde, physique, donc avec des robots et il y a d'ailleurs plein de startups qui essayent de faire ça. Donc je pense que la science-fiction, elle est sur 10 ans, elle est pas complètement, irréaliste, hein. Ça fait réfléchir. sur Vivatech, j'avais vu des robots, humanoïdes qui, pouvaient aider, les personnes âgées ou en tout cas dans l'aide à la personne, à porter des choses, à aider les personnes à s'asseoir et cetera et avec, une traduction visuelle des émotions, si on se rapprochait, il rougissait, il faisait il y avait un côté un peu, voilà, pour donner l'impression qu'il était humain, mais pas c'était pas couplé au langage, c'était pas couplé à au texte donc en fait, ce que tu évoques là, c'est quelque chose qui serait le mix des 2 en fait. Ouais et avec une couche de planification aussi. De quand je dis: «Bah, s'il te plaît, est-ce que tu peux me récupérer, mes courses, pour la semaine?» Il comprend, il sait quoi planifier, il sait quoi regarder. Il envoie ensuite, je sais pas si c'est un livreur ou des robots ou des choses comme ça, mais en tout cas, tout est géré, pour moi de A à Z et j'ai jamais une seule chose à revoir. Vraiment quelque chose comme si on avait une armée d'humains, qui nous servaient, quoi. Génial. Merci Adrien pour ces perspectives. Rendez-vous dans 10 ans pour voir où on en est.
Je te propose maintenant de passer aux questions signature du podcast. Ma première question traditionnelle, c'est comment fais-tu ta veille? Parce que justement, on a vu que ça bougeait pas mal, donc comment tu t'y prends? Pour la veille, je regarde plusieurs, réseaux sociaux, en gros. Donc, forcément, LinkedIn, Reddit est aussi, d'une très grande qualité. Je regarde des newsletters, par exemple avec, Medium. Medium, il y a beaucoup de contenu en machine learning, donc je trouve ça très intéressant et déjà avec ça, ça donne beaucoup de travail parce qu'il y a pas mal de choses qui apparaissent dans des papiers de recherche. Il y a des choses qui apparaissent, en ligne sur, GitHub, qui est l'endroit où il y a beaucoup de code open source. Donc déjà avec ça, il y a de quoi s'occuper pas mal, toutes les semaines. Eh ben, du coup, très bien. Je mettrai les coordonnées, dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse retrouver ces sites. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi? La formation qui m'a le plus marqué, c'était une formation que j'ai eue à une, conférence en machine learning. Donc moi, j'étais très orienté sur, un domaine en particulier, donc le monde de l'image, comment détecter des chiens ou des chats dans les images. Voilà, ça, c'était mon monde et j'ai eu une présentation sur, quelque chose qui paraît plus de l'aléatoire. Comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on en fait une science? Et donc c'était vraiment un exemple qui m'a vraiment ouvert l'esprit, qui m'a fait, vouloir voir, de plus en plus de domaines et de plus en plus de cas d'application puisque c'est vraiment ce qui nous fait grandir au lieu de rester dans son monde et essayer d'être, super expert d'un tout petit domaine. Ça marche, très bien. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou à un responsable formation, en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, ce serait lequel? Je dirais essayer d'encourager vos équipes à expérimenter parce que je pense qu'en tant que DRH, c'est difficile de dire: «Bah, suivez, telle et telle formation». C'est beaucoup du bottom up qui va aider à se former sur ces sujets-là. Donc, de voir ce qui est difficile pour les équipes, qu'est-ce qui leur, coûte du temps et de se dire: «Ben, est-ce que vous avez essayé, tous les outils un peu nouveaux?» et de les encourager et grâce à ça, vous trouverez peut-être, la formation qui permettra de faire monter en compétence toute la boîte. Chouette, merci. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous? Donc l'actu, moi, qui m'a marqué, récemment, c'était le projet aux États-Unis de, créer un data center spécialement pour l'IA à 500 milliards de dollars. Alors moi, ça m'a un petit peu surpris, entre autres parce que, ben, ces sujets-là d'IA, qui avant étaient des sujets un peu quand même d'ingénieurs seulement, bah, sont devenus assez politiques et je me dis: «Bah, ça risque de changer pas mal le monde dans lequel, je vis, où va y avoir de plus en plus de peut-être de régulation, d'intérêts politiques qui vont venir se mélanger avec juste des sujets, d'ingénierie, classiques qui sont, bah, comment je fais pour répondre aux besoins de mes utilisateurs?» Et ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up? Ouais, carrément. Moi, j'ai pensé à Jordan qui, justement, réfléchit à tous les sujets, dont tu parles dans tes podcasts, justement chez Doctolib et avec qui j'avais pas mal échangé sur, ben, exactement ce dont on a parlé, l'impact de l'IA, justement, sur pas mal des métiers chez Doctolib et j'avais eu, des discussions très intéressantes en se disant, ben, quelle veille, finalement, on pouvait avoir en regardant ce que faisaient des entreprises comme Amazon, c'était, je pense une bonne personne pour parler un peu plus des sujets dont on vient d'échanger. Génial. Bah, du coup, merci, tu me mettras en contact avec lui alors parce que je je le connais pas. Merci Adrien. On arrive à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier pour, ce que tu nous avais partagé, les différents sujets que tu avais évoqués avec nous autour de l'IA. Peut-être, démonter quelques croyances qui étaient bien ancrées et peut-être, ouvrir sur d'autres choses. Donc en tout cas, moi, j'ai appris des choses et je t'en remercie. Est-ce que tu as passé un bon moment? Bah, ouais, carrément. Bah, si tu veux, je t'emmène à la prochaine, conférence en IA où je vais. Tu vas voir, on va bien se marrer. Très bien. Merci beaucoup Adrien en tout cas et puis très belle journée. À bientôt, sur Skin Me Up. Bah, à bientôt, Delphine et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je t'en prie, au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.